Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. Hier, dans la soirée, le président Macky Sall a invité à dîner le Premier ministre français. À cette occasion, Manuel Valls a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite, décoration qu'il a reçue des mains du chef de l'État Macky Sall. Juste après cette activité, le Premier ministre français Manuel Valls a quitté Dakar, notre pays, après une visite de 24 heures à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il a été salué à son départ par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et plusieurs autorités civiles et militaires. Je le disais en titre, après la mutinerie qui a récemment secoué la prison centrale de Rebeuss, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était au chevet des 9 blessés internés à l'hôpital principal de Dakar. Sidiki Kaba a déploré la perte en vie humaine enregistrée avant d'annoncer une batterie de mesures pour mettre fin aux longues détentions préventives et à la surpopulation carcérale. Nous l'écoutons au micro de Pabouna Tchao. Je me suis rendu à l'hôpital principal et au pavillon spécial pour rencontrer les blessés. Je l'ai fait avec une délégation qui était composée du procureur de la République, du directeur de l'administration pénitentiaire et des principaux conseillers de mon ministère. Nous avons voulu les soulager, les réconforter. Et nous avons félicité les médecins de l'hôpital principal qui ont coopéré et avec professionnalisme se sont occupés des blessés que nous avons trouvés dans de bonnes conditions de soins. Et nous avons pu échanger aussi avec eux. Pour être précis, ils étaient 6 au niveau de l'hôpital principal. Et au niveau du pavillon spécial, ils étaient au nombre de 3. Donc 9 donc blessés. Évidemment, au début, il y en avait 27. C'était des blessés légers. Et ceux qui sont restés et qui vont bientôt sortir, il y a 9 qui sont restés. Il y a eu un cas de décès. Je peux vous dire aujourd'hui son nom, si on ne l'a pas communiqué. Il s'appelle Ibrahima Fall. Il est actuellement dans les conditions d'attente d'une autopsie qui aura lieu le lundi. Et nous avons rencontré les détenus. Ils ont eu un porte-parole qui a parlé à leur nom. Ils ont formulé 3 choses. La fin des longues détentions, la permanence des chambres criminelles et en même temps, ils ont demandé à ce que l'on puisse régler ce qu'ils appellent une amnistie, le surpeuplement par une amnistie. Les discussions que nous avons eues ont tourné autour de cela. Un certain nombre de mesures vont être prises. La première mesure, c'est celle qu'ils ont demandée, qui est la permanence. Je dois vous dire que le président de la République, Macky Sall, m'avait déjà instruit avant ces événements que l'on puisse avoir des chambres permanentes, c'est-à-dire avec un jugement chaque jour dans les chambres criminelles. Rappelez-vous que nous avons supprimé les cours d'assises. Il y a eu du progrès. Après 2 ans, on se rend compte qu'on faisait à peu près 4 sessions dans l'an. Mais il faudrait donc aller beaucoup plus vite. Alors, pour répondre à l'urgence, nous leur avons dit, en cette période, c'est les vacances judiciaires. Mais nous allons organiser d'ici la fin d'année, au moins 3 sessions, parce qu'il faut tenir compte des délais de procédure. Il faut envoyer des citations, les huissiers qui vont faire ce travail. Et nous allons faire en sorte que donc qu'il y ait rapidement le jugement de ces affaires. La troisième chose que je voudrais aussi souligner comme mesure,
Je vais à Ziguinchor le 29 septembre. Nous allons procéder à l'inauguration et à l'installation de la cour d'appel de Ziguinchor. C'est très important parce que vous voyez, la région de Ziguinchor, la région de Kolda, la région de Sédhiou, toutes ces affaires étaient jugées au niveau de l'appel, au niveau de Dakar. Vous comprenez pourquoi l'engorgement des tribunaux. Mais je voudrais aussi vous souligner que parmi les mesures, 5e mesure, il y a 2 prisons que nous allons construire. Une prison de 1500 places à Sébikotane, je vous en avais déjà parlé. Avec l'arbitrage budgétaire, nous aurons une partie des fonds pour procéder donc à cette construction. Mais d'ores et déjà, nous avions pris l'avance de construire une prison toujours dans l'ancienne prison qui va finir au mois de janvier et qui fait 500 places. Donc nous n'avons pas attendu l'événement pour agir. Il y a un programme, il y a une stratégie bien établie de lutte contre la surpopulation carcérale. Justement, les événements récents à la prison de Rebeuss remettent au centre des débats la question cruciale des effectifs dans les lieux de détention. Tout le monde en convient, détenus, administration comme autorité judiciaire. La promiscuité ne facilite pas les choses dans les prisons. Des mesures pour améliorer la détention et diligenter les jugements sont annoncées, comme la construction de nouvelles maisons d'arrêt et de correction. Prison d'hier pour aujourd'hui. C'est une chronique signée Oumar Diaw. En écoutant le garde des Sceaux faire un survol historique des établissements pénitentiaires au Sénégal, on replonge en plein dans le temps des colonies, 56 ans après le soleil des indépendances. Ces prisons de pierre dure, nécessitées de l'ordre colonial coercitif, faites pour quelques durs, croulent sous le poids du grand âge et des effectifs pléthoriques. L'élargissement du catalogue de la nature des délits conduit de plus en plus de gens dans le trou. Au moment où ces lieux de privation de liberté étaient ouverts pour enfermer des condamnés, nul doute que les détournements de deniers publics, la criminalité abjecte, le faux monnayage, le trafic de drogue et les actes terroristes n'étaient pas connus. Aujourd'hui, paradoxe, nous vivons avec les infractions multiples à la loi de notre temps et des prisons d'une autre époque. Anachronisme. La promiscuité rend la détention insupportable et l'aspect correction et redressement passe au second plan. Dans de telles conditions, les plus téméraires n'ont qu'une idée, partir, s'évader à la première occasion. Et quand le ministre évoque la modernisation en perspective du milieu carcéral, certains habitués se mettent à rêver d'un luxe hôtelier. Mais quel que soit l'état des prisons à venir, elles ne seront avant tout que des QTHS, quartiers très haute sécurité, où se faire la belle sera aussi improbable que battre Bolt. Voilà, pour parler de toutes ces questions, nous accueillons notre invité, Maître Sidiki Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, Maître Sidiki Kaba, vous avez d'abord été été visiter les blessés de la mutinerie de Rebeuss. Dans quel état vous avez trouvé ces blessés? Il faudrait d'abord dire que c'est une mesure d'humanité, parce que les personnes blessées sont des êtres humains. Je souhaitais aller les rencontrer à l'hôpital principal. Et elles étaient au nombre de 6. Et ensuite, je me suis rendu aussi au pavillon spécial. Nous les avons rencontrés et nous avons cherché à comprendre quelles étaient les blessures qu'elles ont eues. Et nous avons trouvé un personnel médical performant et très au fait des règles de l'art. Nous les félicitons. Je voudrais dire les médecins, les infirmiers et toutes les personnes qui s'occupent de ces blessés au niveau de l'hôpital principal. Il en est de même en ce qui concerne le pavillon spécial. Et je voudrais tout simplement aussi présenter mes condoléances à la famille d'Ibrahima Fall qui a succombé à ses blessures. À l'heure actuelle, il est en attente d'une autopsie qui aura lieu le lundi pour déterminer les causes, les circonstances de son décès. Et ce n'est qu'après que nous avons été à Rebeuss pour discuter à bâton rompu avec les détenus, avec à peu près 60 d'entre eux. Pendant 1h20, 1h30, nous avons échangé avec eux. Alors, quel enseignement tirez-vous de ces événements qui ont conduit justement à cette situation? Cela voudrait dire qu'il faudrait prendre le taureau par les cornes, nommer la difficulté qu'il y a dans les prisons du Sénégal, c'est chercher à y trouver les solutions. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, avait décliné dans son programme la modernisation de la justice.
Et elle se décline essentiellement en 3 points. La première, ce sont les infrastructures qu'il faudrait changer judiciaires. Et la deuxième, il faudrait accentuer la formation des acteurs de la justice, les magistrats, les avocats et tous ceux qui sont dans la compagnie judiciaire. La troisième, mener les actions de réforme législative pour mieux adapter notre code pénal et notre code de procédure pénale à la modernité. Et ce que je voudrais surtout en dire, parmi les mesures contenues de l'urgence, mais une urgence qui fait déjà l'objet d'une préparation, puisque les instructions ont été données dans ce sens, c'est que dès le mercredi, en Conseil des ministres, il était programmé que je puisse défendre le projet de réforme du code pénal et du code de procédure pénale pour précisément lutter contre les longues détentions. L'une des mesures phares, c'est la permanence des chambres criminelles. Il n'y aura plus 4 sessions, mais il y aura un jugement, des procès qui auront lieu chaque jour, c'est-à-dire à bâton rompu. C'est une mesure extraordinaire parce que nous sommes passés de la suppression des cours d'assises, et c'était déjà un progrès. Et pour aller maintenant vers 4 sessions dans l'année, c'était encore un effort vers plus de rapidité dans l'accélération de la justice. Mais cette fois-ci, avec cette mesure, nous irons encore beaucoup plus vite. Ça, c'est parmi les solutions dans l'immédiat. Il y en a d'autres aussi dans l'immédiat. Oui, dans l'immédiat, il ne faudrait pas oublier que la justice, c'est avant tout l'accès à la justice. C'est la proximité avec la justice. Le 29 septembre, je serai à Ziguinchor pour inaugurer et installer la cour d'appel de Ziguinchor. C'est un moment très important dans la vie de cette région, parce que toutes les affaires de cette région en appel étaient devant la cour d'appel de Dakar, ce qui fait l'engorgement des affaires. Et aujourd'hui, avec cette cour d'appel, toutes les affaires de la Casamance naturelles seront réglées à ce niveau-là. Là aussi, c'est immédiat. Alors, mais c'est une mesure qui était déjà prévue. Alors, en fait, au-delà du défaut de la proximité, il y a aussi le manque d'infrastructures. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que le Sénégal n'a jamais construit de prison depuis les indépendances jusqu'à nos jours? Il y a peut-être trois explications que l'on peut donner. Vous avez raison, c'est depuis 1863 qu'il n'y a pas eu de nouvelle prison au Sénégal. La première prison est celle de Saint-Louis. Et là, il y a eu d'autres prisons, celle de Bambey en 1916, de Séziou en 1924, mais la prison la plus célèbre, celle de Rebeuss, date de 1929. Initialement, pour 400 à 600 places, il y en a près de 2000. C'est ça le vrai problème. C'est là où il y a la surpopulation carcérale. Et la difficulté de la construction des prisons, c'est que, quand on parle de construction de prisons, il y a une opinion pendant longtemps qui est réfractaire à cette question. On s'est dit, il faut s'occuper de ceux qui sont dehors. Il faut s'occuper de l'emploi des jeunes. Il faut s'occuper peut-être de la construction d'un hôpital ou d'autres choses. La deuxième difficulté, même avec la coopération, aucun État étranger ne veut participer à la construction d'une prison. Parce que quand il y a la coopération internationale, on voudrait plutôt avoir la sympathie des populations, on ne voudrait pas aider à les incarcérer par le régime en place. Il faut attendre l'apport des étrangers. Et voilà, justement, cet apport des étrangers qui ne veulent pas, justement, construire des prisons, en se disant que bon... Pourquoi compter sur eux? Non, généralement non. Jusqu'ici, globalement, la coopération étrangère, la coopération internationale ne veut pas participer à la construction des prisons. Et la dernière chose, il y a la superstition au Sénégal, il faut le dire. On ne croit pas, on se dit que si vous construisez une prison, vous allez en prison. On cite souvent le cas de Mamadou Dia. Alors, donc, cette superstition a bloqué. Mais les esprits ont évolué. On sait que c'est un droit. Il y a une exigence de tenir compte de la dignité et des droits des détenus. Et c'est ce progrès sur lequel nous nous fondons pour dire qu'il faut aujourd'hui avoir une prison. Et le président Macky Sall a dit il faut construire cette prison. Et déjà, il y a la construction d'une prison que nous avons commencé au niveau de Sébikotane, de 500 places. Et il y a aussi la pose de la première pierre d'une autre prison au même endroit, mais cette fois-ci de 1500 places.
Nous allons ainsi désengorger les prisons. Et où en êtes-vous avec le chantier de Sébikotane? Et le chantier de Sébikotane, ce chantier sera prêt, la première prison sera prête en janvier 2017. Janvier 2017, il y aura donc une prison de 500 places. Et l'autre prison, elle va être construite pendant toute l'année, 2017, sans doute livrée en 2018. Mais ce qu'il faudrait surtout retenir, quand il y a surpopulation, quand il y a longue détention, il faut se demander aussi que cela veut dire que beaucoup de Sénégalais alors commettent des infractions, des crimes et délits. Parce que les prisons sont pleines, parce qu'il y a beaucoup aussi de délits et de crimes. Et je vous donne un exemple. Tout a été fait dans les mesures d'aménagement des peines par le président de la République par le biais de la grâce. Et près de 7300 en ont bénéficié. La libération conditionnelle, qui ont moins d'aménagement aussi, plus de 1000, ce qui fait 8000 ont déjà bénéficié alors de cette grâce et de cette possibilité donnée pour la réhabilitation des détenus. Alors nous avons 9000 détenus au Sénégal. 14 millions de Sénégalais, 9000 détenus. Et normalement, avec toutes ces mesures, il ne devait plus y avoir de personnes dans une prison. Mais c'est qu'on continue à commettre aussi des infractions. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait veiller à cela, que l'on soit plus regardant, plus proche du respect de la loi, parce que c'est important. Une démocratie ne peut pas se construire dans le désordre, dans l'anarchie. Et il faut veiller sur le bien des autres. On vous dira qu'on a pris un voleur de poule. Mais la poule de l'autre, ou son coq, c'est sa richesse. Effectivement. Et quand la personne porte plainte, il faudrait en tenir compte. Très bien, voilà, monsieur Maître Sidiki Kaba, vous rentrez aussi tout fraîchement des États-Unis, où vous avez pris part à l'Assemblée des partis du statut de Rome, de la CPI. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la participation du Sénégal à cette Assemblée? Oui, il faudrait d'abord souligner que le Sénégal est le premier pays au monde à ratifier le statut de Rome, ce qui lui confère un statut particulier. Et quand vous allez à La Haye, c'est le drapeau du Sénégal qui est le premier drapeau au monde. Tous les Sénégalais en ressentent une grande fierté. Le Sénégal ouvre la voie à 124 États et bientôt il y aura 3 ratifications, il y aura 127 États sur 192. C'est très important et aussi c'est un Sénégalais qui est à la tête de cette organisation et sur proposition du président Macky Sall et qui a amené donc les autres États à voter donc pour le ministre de la Justice du Sénégal. Nous avons eu à échanger avec les 124 États membres et à voir dans quelles conditions l'universalité de la justice internationale peut se faire et en même temps aussi insister sur un point qui nous paraît important, la complémentarité, faire en sorte que l'Afrique juge ses enfants sur place et non à l'étranger. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans ce voyage, j'étais dans la délégation du président de la République. Lorsqu'il s'est adressé à la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était un moment de grande émotion. Et c'est un moment aussi historique. Il l'a fait avec une grande portée, un lyrisme qui révélait que les actes qu'il posait concernaient à la fois la construction d'une démocratie à l'échelle mondiale, la justice pour tous les peuples, le respect aussi pour toutes les civilisations, parce qu'il est important de rappeler que la stigmatisation de l'islam est un fait qui met en cause la coexistence des peuples. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il a dit qu'il faut qu'une injustice historique soit réparée, que l'Afrique puisse être au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dernière chose, j'ai eu un moment privilégié d'être avec lui dans la salle mythique du Conseil de sécurité. C'est un moment fort, le lieu où Brezhnev, Nixon, Mao Chou Enlai, on lui a exposé toutes les grandes questions du monde. Très bien. Et ensemble, ce fut au moment aussi pour rappeler que la tragédie qui se passe en Syrie, il faudrait régler cette tragédie. Ben voilà, merci pour tous ces rappels, Maître Sidiki Kaba, et merci également d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, mais restez tout de même avec nous. Nous allons poursuivre cette édition pour parler du code de la presse qui devrait être adopté avant la fin de l'année. L'idée a été émise ce matin à Saly, au Portugal, par les différents acteurs. Un séminaire de 3 jours consacré à ce sujet a permis de réfléchir sur les différents points de ce texte. Compte rendu, Maman Moussaya. Plus de 10 ans, voilà le temps que le code de la presse a passé dans les tiroirs. Sans suite, des rencontres d'échange, des séminaires, des conférences débats.
n'avaient pas permis de décortiquer le contenu de ce document qui doit régir la bonne marche de la presse au Sénégal. C'est maintenant chose faite. Depuis 10 ans, nous parlons de code de la presse. Aujourd'hui, des consensus forts sont trouvés. Il y a eu une adoption de nos travaux, des résolutions par acclamation. On ouvre de soulagement pour tout le Sénégal, parce que ce code a été bloqué du fait de la disposition qu'on avait mise en place, la dépénalisation. Nous avons abouti à un large consensus. Maintenant, il faut dire simplement que le travail continue. 3 jours de réflexion ont réuni les acteurs de la presse pour réadapter le code au contexte. Le travail d'aujourd'hui facilitera notre travail pour pouvoir vraiment prendre une très bonne décision sur le code. 3 ateliers ont permis aux participants de discuter du statut du journaliste, de sa formation, de l'avenir de la presse et surtout du perfectionnement de la presse en ligne. Le plus important, c'est le Sénégal. Le plus important, c'est vraiment qu'on arrive à avoir une presse libre, démocratique, mais une presse aussi saine et professionnelle. Aussi, les participants ont-ils plaidé pour une subvention des médias publics par l'État. Quand vous prenez la RTS ou bien le Soleil ou la PS, leurs choix éditoriaux ne sont pas les mêmes que les autres. Je pense qu'il y a une proposition intéressante qui a été émise par le président Moustapha Diakhaté, tendant à prélever une proportion du budget national pour le consacrer aux médias de service public et qu'elle soit vraiment dégagée de la publicité qui existe. Autrement, nous n'allons pas nous en sortir. Le consensus adopté par les acteurs aux députés de voter la loi d'application. Les points de friction qui étaient depuis très longtemps, qui ont empêché donc au Sénégal de se doter de ce code-là, ont été retirés. Et de mon point de vue, dès la rentrée parlementaire, on pourra envisager peut-être le jour pour aller en commission et en plénière pour adopter définitivement ce code, qui de mon point de vue est un code qui va apporter une grande valeur ajoutée à la qualité de notre presse et de notre démocratie. Le code, c'est votre code. Nous ferons en sorte que le document puisse être transmis très rapidement après les quelques arrangements que vous allez faire en comité restreint de rédaction des différents articles, soit transmis à monsieur le chef de l'État et au gouvernement pour adoption en Conseil des ministres. C'est ainsi seulement après que le code devrait passer comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Le domaine agricole communautaire de Sangalkam verra bientôt le jour. Son aménagement va coûter 6,5 milliards de francs CFA. Avant la mise en œuvre, le conseil municipal a accueilli le coordonnateur national du PRODAC pour une sensibilisation et une visite du site. La synthèse de Louis-Philippe Sagna. Au lieu de 1000 hectares d'un seul tenant, le domaine agricole communautaire de Sangalkam sera fractionné en blocs dont celui-ci. Un site occupé jusqu'ici par ISRA. Avec ses 540 hectares, il va abriter le cœur du DAC. Si l'ISRA est au centre de ce site-là, cela veut dire que c'est un site qui est au plan pédologique intéressant. Il se trouve qu'on a de l'eau. Il y a plusieurs forages qui peuvent être réhabilités pour qu'on ait des débits qui permettent d'irriguer pratiquement les 500 hectares qui sont disponibles. Bud Sénégal, 400 hectares, et Denis Youssou, 200 hectares, toujours dans le département de Rufisque, sont les zones ciblées pour compléter ce futur poumon vert de Dakar. En attendant, du beau monde s'est mobilisé à l'hôtel de ville de Sangalkam pour magnifier cette décision du chef de l'État. Le coordonnateur du PRODAC m'a appelé il y a 2 jours pour me dire nous sommes prêts pour venir à Sangalkam rencontrer le conseil municipal pour expliquer cette mise en œuvre immédiate de ce DAC. Nous nous réjouissons de cela et nous sommes fin prêts, les populations sont prêtes pour accueillir ce DAC parce que ça ne pourra être qu'un bénéfice pour ces populations, des activités génératrices de revenus et participer à l'émergence du Sénégal tel que le veut son Excellence M. Macky Sall. Ce premier contact avec la population a permis au PRODAC de livrer toutes les informations utiles et d'échanger sur les enjeux de ce programme. C'est une instruction du chef de l'État, il fallait absolument démarrer tout de suite. C'est un DAC vitrine, un DAC aussi proche de la capitale, qui est même au cœur de la capitale, un poumon vert dans la capitale, c'est un DAC stratégique. La salle de délibération était trop étroite pour accueillir les jeunes et les femmes qui se disent déjà prêts.
Nous pratiquions le maraîchage avec des moyens limités. L'arrivée du Prodac nous permet d'espérer avoir de meilleurs rendements et d'accroître nos revenus. Nous savons qu'il y a plusieurs DAC, mais une chose est sûre, nous n'allons pas décevoir. Sangalkam est notre DAC City. Voilà, les voyages à l'extérieur ou bien le fait de prendre les pirogues, c'est fini maintenant. Parce qu'on peut venir et travailler ici au niveau de Sangalkam, dans les champs, et y bénéficier et pour pouvoir gérer notre vie. Au-delà des 7000 emplois annoncés, ce DAC vitrine estimé à 6,5 milliards va s'orienter vers la satisfaction du marché de la capitale et vers l'exportation des produits maraîchers. Agriculture, toujours processus de réflexion et de création des chambres d'agriculture du Sénégal. Un atelier de synthèse des contributions régionales s'est tenu ce week-end sous la présidence du ministre de l'Agriculture et en présence de l'ensemble des acteurs. Ce sera aussi l'occasion de proposer des axes d'orientation des projets de textes législatifs et réglementaires. Pendambo nous en dit un peu plus. La création des chambres d'agriculture répond à une exigence du monde rural et à la mise en œuvre du volet agricole du PSE. Donc, il faut des raisons fondamentales devant régir cette nouvelle chambre d'agriculture. La première raison, notre pays a besoin d'un instrument qui va servir de bourse d'information stratégique pour que nous puissions prendre de bonnes décisions à temps opportun dans le cadre de la transformation positive et durable de notre agriculture. La deuxième raison, à travers les chambres d'agriculture, nous pourrons établir des partenariats gagnants-gagnants pour changer la physionomie de notre agriculture et tendre résolument et sûrement vers cette nouvelle agriculture prônée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. La troisième raison qui nous paraît fondamentale, il nous faut assurer une propagation des innovations technologiques qui sont porteuses de progrès social, économique et technologique. Deux autres raisons sont aussi nécessaires pour davantage permettre à cette Chambre de mieux améliorer la situation économique et sociale des acteurs ruraux. La quatrième raison, nous sommes dans une dynamique de libéralisation et de cogestion de la chose agricole. Par conséquent, nous devons toujours veiller à une meilleure prise en charge des préoccupations des différents acteurs et les chambres d'agriculture peuvent nous permettre de le faire. Enfin, la cinquième raison, il faut, au nom de la transparence, de l'équité, de l'efficacité et de l'efficience, avoir un meilleur management en ce qui concerne la distribution des intrants agricoles. Une volonté politique qui est en phase avec celle des acteurs et des élus du peuple. Faire une chambre d'agriculture pour mieux encourager les producteurs, c'est très important pour nous. Bien qu'avant, dès le début, on n'était pas pour, parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les informations qu'on a reçues, le plus important pour nous, ce n'est pas nous, le plus important, c'est les agriculteurs qui l'ont approprié. Ça colle parfaitement avec les objectifs du Sénégal émergent. Et je crois que notre souhait, c'est qu'on aille très vite pour que ces chambres d'agriculture puissent être opérationnelles le plus rapidement possible. Ainsi, pendant 2 jours, les acteurs vont échanger sur les contributions régionales avant de produire un rapport général qui sera adopté et soumis aux plus hautes autorités du pays. Et puis le projet des services des entreprises du mil officiellement lancé à Kaffrine lors d'un CRD, il a été exposé et son objectif est de mieux valoriser la chaîne de valeur du mil dans cette partie du pays. Les adhérents vont bénéficier d'un accompagnement dans la fourniture d'intrants pour une durée de 3 ans. Claire Diop. CRD de lancement du projet des services des entreprises de mil USDA PSM à Kaffrine. L'ambition est d'augmenter la production de mil pour la consommation, mais aussi permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur de générer des revenus conséquents.
Pour l'instant, 10 communes sont bénéficiaires. La stratégie de mise en œuvre concerne toutes les étapes, de la fourniture d'intrants à la distribution, en passant par la production, le transport et la transformation. C'est d'abord l'implémentation des technologies. L'agriculture de conservation sera notre fer de lance en fait pour tout ce qui est technologique. Ça va nous permettre de diminuer les engrais chimiques, l'utilisation des engrais chimiques qui sont un peu, ces engrais, c'est un peu difficile pour les producteurs des fois de les acquérir. Les subventions de l'État des fois ne suffisent pas et il faudrait qu'on articule toutes ces choses-là afin que les opérateurs économiques prennent ces choses en main. Au niveau de la production, c'est carrément les formations des producteurs, l'organisation des producteurs autour de ces formations-là pour que ça ne coûte pas très cher et que les gens puissent carrément les prendre en charge. Kaffrine, l'une des régions grandes productrices de mil ici, les acteurs à la base saluent l'arrivée d'un tel projet. L'enjeu est énorme. Il va permettre déjà, après la première phase qui s'est déroulée de 2009 à 2013, de booster maintenant tout ce qui est aspect chaîne de valeur, compléter la chaîne de valeur sur les aspects conditionnement, sur les aspects stockage, sur les aspects transformation et sur les aspects vente. Nous avons constaté qu'après la production, les producteurs perdent presque les 50% de la production à cause des problèmes de stockage, de conservation, et à cause des problèmes de transformation ou de commercialisation. L'accent sera mis sur la formation, l'équipement, entre autres. Des structures de l'État vont contribuer pour la réussite de la mission. Nous voulons avoir des entreprises de mil prospères. Et quand on dit des entreprises de mil prospères, cela inclut beaucoup de choses en fait. La première, c'est déjà que ces gens soient autonomes. La deuxième, que les gens produisent la qualité. Et la troisième, il faudrait qu'on laisse des ressources humaines capable de piloter les actions du projet à la fin de ce projet-là. Le projet USDA PSM intervient dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Le choix du mil se justifie par l'importance de cette céréale pour les populations rurales. La durée du projet est de 3 ans. Clôture des rencontres Africa 2016 à Paris, un grand moment d'échange entre acteurs économiques français et africains. Les deux partenaires sont revenus sur les difficultés notées dans leur coopération et les perspectives qui s'annoncent pour un partenariat gagnant-gagnant. Envoyés spéciaux à Paris, Moussaba et Alun Badarakan. Dernier jour d'une manifestation riche en rencontres, Africains et Français se parlent pour une coopération plus dynamique. Il s'agit surtout de lever les contraintes pour un partenariat gagnant-gagnant, véritable. Je constate en fait que l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement le Sénégal où j'ai la chance de travailler, va plus vite que la perception qu'on en a nous-mêmes en Europe. Et donc je pense que la première chose pour améliorer, c'est que l'Europe doit s'adapter au rythme de l'Afrique. La France a la chance d'avoir ses PME, et sinon son agriculture, de bénéficier de subventions, alors que nous, en Afrique, nous n'avons pas cette chance-là. Il y a beaucoup de choses à améliorer, parce que quand on voit des équilibres du financement d'Europe vers l'Amérique latine, vers l'Inde et Afrique, c'est les miettes qu'on reçoit. Ce qu'il faudrait surtout améliorer pour faciliter les relations, c'est de diminuer un peu les lourdeurs administratives qui pèsent, de faciliter. On comprend que la France et l'Europe soient confrontées à des problèmes d'immigration, mais il faudrait faciliter la venue de nos investisseurs, de nos entrepreneurs sur la France, améliorer certains outils d'échange, être plus présent sur le continent, mais de manière plus pratique, de passer des leviers, faire des transferts de technologie et aider nos entrepreneurs à être beaucoup plus opérationnels. Les objectifs semblent atteints. Avec Africa 2016, un autre cadre d'échange est né entre le privé français et africain. C'est incroyable, hein, c'est plus de 2500 personnes qui sont sur la manifestation Africa. Effectivement, on n'aurait pas imaginé avoir un tel succès il y a 6 ou 7 mois, mais il faut dire que en fait, ça démontre bien qu'il y a une nouvelle dynamique dans l'international entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Dans l'ensemble, dans la majorité, tout le monde est heureux. D'ailleurs, M. Duncan, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, est toujours présent. Le ministre du Togo est présent. Donc nous avons, je pense, réussi l'objectif de départ, c'est de resserrer les liens. Durant cette première édition des rencontres économiques franco-africaines, le défi de la participation a été bien relevé au palais d'Ienan, le siège du Conseil économique et social français.
Plus de pragmatisme, moins de lourdeur, tel est l'avis des investisseurs français et africains présents à ces rencontres économiques Africa 2016, ici dans la capitale française, Paris. Rendez-vous dans 2 ans pour davantage accélérer la coopération économique entre la France et l'Afrique. Alioune Badara Kane Moussaba pour la RTS. Voilà, merci à vous, Alioune Badara Kane, pour toutes ces précisions. Voilà, place à notre reportage du jour qui tente de répondre à ces questions. Simple effet de mode ou prescription médicale. Le port de lunettes est en tout cas fréquent au Sénégal. En conséquence, les points de vente se multiplient. Cependant, les préalables ne sont pas toujours respectés. Un véritable danger qui guette ceux qui les portent. Reportage dans les lunetteries formelles comme informelles avec Sorna Antendiaï. La santé visuelle, une préoccupation de bon nombre d'usagers. Échange, consultation et essayage de lunettes pour le meilleur des yeux. Entre besoin d'amélioration de la vue et esthétique, l'avis de l'ophtalmologue est indispensable. Les personnes qui doivent porter des lunettes sont de 2 catégories. Premièrement, les personnes qui sont porteurs d'affections ophtalmologiques qu'on appelle les amétropies. Elles s'opposent à d'autres personnes donc, qui sont amétropes et qui, elles, ont besoin de lunettes pour pouvoir voir 10 sur 10, toujours en dehors d'affections ophtalmologiques, avec l'aide de corrections optiques. Et ces personnes-là sont porteurs de myopie, d'hypermétropie ou alors d'astigmatisme. Donc c'est les 3 amétropies qui ont été catégorisées et qui existent et qui nécessitent le port de lunettes. En dehors des amétropies, une autre catégorie de personnes ont besoin de lunettes. Il s'agit de personnes qui, au-delà de 40 ans, vont développer ce qu'on appelle la presbytie. De l'ophtalmologue à l'opticien, le processus de fabrication des lunettes est complexe et requiert une expertise et du matériel en perpétuelle évolution. Il y a d'abord le verre à commander qui vient avec sa correction. Ça demande une vérification au niveau du frontocomètre. On fait découper le verre au niveau de la meuleuse. Une fois que le verre est découpé, vous avez à le régler au niveau de la monture. Toute cette panoplie de machines dernière génération déteint sur le pli des lunettes. Tout le contraire de celles vendues dans les rues. Je ne vends que des correcteurs que j'achète à Sandaga. Le prix minimum est 1000 francs. Des personnes qui ne souffrent d'aucune pathologie achètent des lunettes de soleil afin de se protéger des rayons solaires. Je n'ai pas un problème de vision. Je sers uniquement pour me protéger du soleil. S'il n'y a pas de soleil, je ne porte pas de lunettes. Cependant, le port de lunettes solaires achetées dans les rues n'est pas sans danger. La protection contre l'ensoleillement est conseillée, mais elle est encadrée. Donc la protection solaire est bien encadrée et des lunettes existent et doivent être de bonne qualité. Parce que les lunettes solaires ont des indices, côté de 0 à 4, bien définis avec des pourcentages de protection contre les rayons ultraviolets. Donc je pense que n'importe qui ne peut pas vendre des lunettes de soleil. Parce que souvent, il n'y a aucune protection et des personnes pensent être protégées par des lunettes de soleil alors qu'il n'en est rien. Le commerce de lunettes formelles comme informelles foisonne partout à Dakar. Il gagnerait à être régularisé compte tenu de la sensibilité du domaine qu'il couvre, les yeux. Voilà, place à Tendance Vacances. Plus que quelques jours avant la fin de cette période, les enfants profitent bien de ces derniers moments de vacances. Donc, le parc d'attractions de Pikine, situé au Technopole de Dakar, est un lieu qui les attire. Plusieurs infrastructures sont mises à leur disposition pour leur permettre de se divertir. C'est un reportage de Mansour Bar. Un endroit en plein air, d'un côté des jeux tels que des balançoires, des toboggans, de l'autre des installations sportives. Nous sommes au parc d'attractions de Pikine, situé au Technopole de Dakar. L'endroit offre diverses activités destinées à divertir et amuser les enfants. Je viens à Pikine Rudis. J'aime les enfants qui viennent ici souvent pour jouer et faire le sport. Le sport aussi, c'est bon. Ah non, c'est super. Hein. Ça se passe bien. Je me promène souvent. Le parc d'attractions, c'est aussi un parcours sportif. Des adultes viennent ici tous les jours pour s'entraîner. Une manière de maintenir leur forme. Je viens ici du lundi au vendredi pour faire du sport. De 17h à 19h. C'est vraiment un endroit magnifique. En cette période de fin de vacances, le parc est très fréquenté
Avec cette affluence, la sécurité du parc gagnerait à être renforcée. Le parc est proche de la route et il y a beaucoup d'enfants. Souvent, des cas d'accident sont notés. Les parents me reprochent ce manque de sécurité. Dans quelques jours, ce sera la rentrée des classes. En attendant, les enfants profitent bien des derniers instants de loisirs. La fréquentation du monument de la Renaissance africaine est assez importante en cette période de vacances. Beaucoup de visiteurs vont à la découverte du